Justement, à propos de votre vision politique, il y a une partie de la société qui doit certainement attirer ou avoir une attention particulière avec vous. Ce sont les porteuses de vie, c'est-à-dire les femmes. C'est une femme qui a fait de vous ce que vous êtes, entre parenthèses, votre maman, votre épouse, votre sœur. Les femmes ont un rôle particulier à jouer dans notre société parce qu'elles sont au départ, elles sont pendant, elles sont à la fin. De quelle manière est-ce que ces porteuses de vie, avec la jeunesse, auront une place effective dans votre vision politique, dans votre vision de la société? À quoi est-ce que les femmes doivent s'attendre? Exemple, très simple. Est-ce qu'après le 12 octobre, lorsque vous allez faire votre gouvernement avec votre Premier ministre, on aura comme d'habitude 80% d'hommes, 20% de femmes comme ça, parce qu'on estime qu'elles ne sont bonnes qu'à être dans le rôle du ministère, de la condition féminine, de l'éducation de base? Quelle est la place que porteront les porteuses de vie dans votre vision politique? Vous me permettrez juste, avant de répondre à cette question, de finir la réponse de la précédente. Allez-y, bien sûr. Parce que je ne saurais la laisser passer, qui exprimait une forme de doute de ma capacité à réaliser ce que j'exprime de façon aussi séductrice. Oui. J'ai envie de vous dire que cela s'inscrit dans ce que nous appelons au PCRN l'impuissance apprise. Vous savez, lorsqu'on a trop souffert, bien qu'on aspire au bonheur, lorsqu'il arrive, on en a peur. Vous savez, c'est comme cette personne qui est affamée et qui fait une prière à Dieu à 4 heures du matin en lui disant: Seigneur, je souffre, j'ai faim. Envoie-moi miraculeusement quelqu'un qui va me donner de quoi manger. Et il se réveille à 6 heures et il trouve quelqu'un à sa porte qui lui tend 1 million de francs CFA. Et la personne lui dit: non, Dieu m'a parlé, il m'a dit de venir vous donner 1 million. Et une fois que la personne prend le million, il referme la porte. Il se dit: ça, c'est quelqu'un qui veut me vendre. Donc je m'en vais d'abord voir un pasteur pour qu'il prie sur cet argent, oubliant que Dieu vient simplement d'accomplir le miracle qu'il lui demande. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'impuissance apprise, c'est-à-dire que la personne qui a tellement souffert et qui a tellement aspiré au bonheur a parfois de la peine à accepter que le bonheur débarque aussi facilement dans sa vie, lui qui est si habitué à la difficulté. Donc, madame, il faut que vous intégriez que les grands pays où nous nous trouvons, comme celui-ci ou ailleurs, n'ont été bâtis que par des gens qui avaient une vision, que par des gens qui portaient une vision, que par des gens qui avaient pensé ce qui a été bâti. Et nous aussi, on y a droit. Ce n'est pas parce qu'on a eu des passés ou un passé compliqué, colonisé, on a eu la malchance ou la disgrâce d'avoir des dirigeants qui n'avaient pas de vision, qui n'étaient pas sérieux, qui n'étaient pas constants, qui n'étaient pas cohérents, qui n'étaient pas courageux. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction. Mais il arrive un jour que d'autres, une nouvelle génération d'hommes politiques émergent, et j'ai la modeste prétention d'en faire partie, qui aiment leur pays, qui aiment son pays, et qui le démontrent par la constance, l'ardeur au travail. Madame, dans ces 7 dernières années, entre 2018 et maintenant, nous n'avons travaillé qu'à implanter le parti politique. Ben, ça, tout le monde peut le mesurer. À l'Assemblée nationale, nous ne sommes que 5 sur 180. Nous avons placé notre mandat sous le signe de l'épuisement au travail. Ça se voit, ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale. Lorsque les enseignants étaient en difficulté, qui est monté au créneau pour les défendre? Lorsqu'on a augmenté les prix du carburant, qui est monté au créneau pour les défendre? Lorsque les lois de finances augmentent les impôts chaque année, qui monte au créneau pour démontrer l'injustice et l'iniquité? Ben, c'est toujours nous. Ça, c'est comptable, c'est archivable, c'est vérifiable. Et puis, combien de candidats ont pris la peine de formuler leurs pensées bien avant l'élection présidentielle pour permettre aux gens de s'en imprégner, de critiquer, d'observer, de faire tout ce qu'ils veulent, et même d'enrichir, évidemment. Donc, nous pensons, madame, que l'espoir est permis, l'espoir est possible, et nous croyons que le peuple doit intégrer que cela est possible. Maintenant, la question de porteuse de vie. Ben, puisque vous commencez par la vie, il y a une des choses, la première chose que nous proposons, enfin l'une des choses, peut-être pas la première, mais l'une des choses que nous proposons, c'est justement de sortir la femme du marasme, de la difficulté à donner la vie. Vous n'avez pas idée du nombre de femmes aujourd'hui, au Cameroun, qui sont en difficulté dans leur foyer, qui sont la risée de la société, parce qu'elles ne font pas d'enfants. Et souvent, elles ne font pas d'enfants simplement parce qu'elles ont un souci médical.
Ou d'ailleurs parfois parce que c'est le mari qui est là. Encore que ce n'est pas toujours la faute de la femme. C'est ce que je dis. Ouais. Parfois c'est le mari qui est là. Oui. Il suffit que le spermatozoïde ne se déplace pas normalement, Ouais. que sa flagelle ne soit pas normale, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Il y a des gens en zoospermie et tout le reste, mais Oui. souvent il faut aller consulter. Et puis, il y a une réalité aussi, c'est que le monde est de plus en plus pollué. Les nanoparticules que nous consommons aujourd'hui dans la nourriture chimique affectent forcément notre système physiologique en général, donc évidemment aussi notre appareil génital. Donc il y a plein de femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas faire d'enfants parce que la procréation médicalement assistée dans notre pays est encore un luxe. Extrêmement cher. Est encore un luxe. Et ça, c'est un point par lequel je vais commencer. Par là, justement. La PMA. La PMA, la vulgariser, procréation permettre médicalement assistée, que la PMA doit être soit la chose accessible. la plus accessible pour toutes les femmes et tous les hommes dans notre pays. Vraiment, je vais commencer par là. Tout comme donner la vie doit être... Alors moi, je suis de ceux qui pensent que pour un pays de 475 000, d'ailleurs c'est un peu plus maintenant après l'affaire Bakassi, 475 000 km², et pour à peine 30 millions de personnes, on est faiblement peuplé. Moi, je pense qu'il faut encourager la vie. Vous pensez que le Donc, facteur démographique sera également quelque chose de... oui, moi je une crois force. que Oui. la population, la ressource humaine est une force. Oui. Moi je le pense. Et on a d'ailleurs la chance d'être dans un pays, Dieu nous a fait grâce, d'avoir des hommes et des femmes laborieux et intelligents. Donc, des questions comme la césarienne, comment une femme donne la vie, ça doit être quelque chose de gratuit, ça doit être quelque chose de facile et d'accessible. La femme a besoin de protection dans notre société. Elle fait partie encore de ce qu'on appelle les couches vulnérables. La femme, l'enfant, les personnes vivant avec le handicap. Dans la femme, je mets la veuve. Bon, par expérience, déjà, ma maman est veuve, et je me rappelle toute la difficulté qu'elle a eue pour avoir la pension, ce qu'on appelle la pension de reversement. Je me souviens qu'il a fallu que moi, Cabral Libby, ce que j'étais devenu, je m'implique, que ce soit au niveau des banques, du ministère des Finances, pour que ce soit débloqué rapidement. Et je me suis demandé, mais celles qui n'ont pas de Cabral Libby, comment font? Comment elles font? Quelle injustice! Double peine, déjà d'avoir perdu son mari, mais de se retrouver encore dans la difficulté pour avoir la charge des enfants parfois petits qui sont restés, d'accéder à ce que le mari, au fruit du labeur qu'on a construit avec son mari. C'est juste injuste, c'est juste incroyable. Les violences faites aux femmes. On doit pénaliser la violence faite aux femmes à un tel point que la dissuasion soit évidente. Vous vous souvenez du scandale qu'il y a eu récemment? Ouais, on ne va plus vivre des choses comme ce monsieur qui a eu une amende de 50 000 à mais payer. oui, mais c'est après juste avoir inimaginable. tué La femme n'est pas un punching ball ou je ne sais trop quoi. On ne doit pas abuser de sa fragilité. La femme n'est pas un punching ball. Mais oui, on ne doit pas abuser de sa fragilité. Tout comme on ne doit pas abuser de la fragilité de l'enfant. Tout comme on ne doit pas abuser de la fragilité de la personne vivant avec le handicap. Mais non. Donc il faut pénaliser, mais violemment, les violences faites aux femmes. Sur ce point, je vous fais la promesse que j'y vais. Parce qu'il est inadmissible. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est des gens qui sont faibles, qui frappent sur les autres. Je crois qu'on peut convaincre par l'intelligence. Et puis, il ne faut pas taper sur l'autre être humain, tout simplement, et de surcroît sur la femme. Autre chose, donc là, j'ai parlé de la pénalisation. L'autre chose, c'est l'autonomie de la femme. L'autonomie financière. L'autonomie de la femme. Parce que, reconnaissons-le, nous sommes encore dans un contexte de virilisation de la société et des contextes, des pesantes culturelles, sociologiques qui font que parfois il y a une préférence sur l'homme au détriment de la femme. Il faut autonomiser la femme. Ça veut dire qu'il faut déjà de la gouvernance. Il faut améliorer la gouvernance dans les projets de femmes. La question de la femme dans notre société est comme la question de la jeunesse. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de programmes qui sont bien. Et il y a même de l'argent injecté dans tout ça. Mais les femmes jamais n'en bénéficient parce que la corruption engloutit l'essentiel de ce qui est mis. Et là, c'est une question de gouvernance. Il faut former les femmes pour les autonomiser. On a déjà pour le système éducatif, nous, on a décidé que l'éducation sera obligatoire de 7 ans à 11 ans. Donc, évidemment, la jeune fille aussi. Il faut former les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se battent, comme on ne peut pas imaginer, mais qui ne sont pas formées. Donc, il faut des programmes de formation de femmes. Il faut autonomiser la femme. La question de la parité que vous avez évoquée, mais ça, je n'ai pas attendu l'élection de 2025 pour le dire. Il faut que nous atteignions dans notre société
comme la démographie, 50-50. Pourquoi? Parce que, tant que c'est possible évidemment, pourquoi? Parce que tant qu'on ne va pas ériger des référents à la jeune fille, elle ne sortira pas de l'ornière. Il y a un petit exercice que je fais souvent dans le PCRN et je demande toujours, donnez-moi les noms des personnalités publiques camerounaises que vous voyez accéder à la magistrature suprême dans les 10-20 ans. J'ai rarement un nom de femme. Et quand il y en a un, c'est 1 sur 10 ans ou 20 ans. Il y en a un souci. En fait, il y a une invisibilisation politique de la femme qui est juste inacceptable. Mais elle est causée par quoi? Elle est causée simplement parce qu'il y a C'est beaucoup de pesanteur. Voilà. C'est beaucoup Il y de a pesanteur. des pesanteurs, mais il y a aussi cette origine culturelle qui fait que parfois la femme n'est plus vue dans son véritable rôle ou à sa véritable place. Et ça, c'est un peu à cause de l'occidentalisation de notre société. Ce qui nous permet de glisser tranquillement sur... Je ne serais pas totalement d'accord parce qu'on voit quand même la place de la femme dans les sociétés occidentales. Elles se sont battues pour s'émanciper. Et dans notre contexte, il y a beaucoup de facteurs, nous sommes totalement d'accord, qui sont culturels, anthropologiques et tout ce que vous voulez. Mais c'est le rôle de l'État de prendre ses responsabilités. Mais dans l'intérêt de l'État et de la société, je rappelle que ce n'est pas des faveurs qu'on fait. Non. C'est-à-dire que la ressource humaine féminine est une ressource intelligente, est une ressource combattante, c'est une ressource laborieuse. D'ailleurs, qui tient nos familles, qui tient nos foyers, qui tient les maisons, je vais même plus loin, qui tient la société. Qui tient la société. Donc il faut arrêter de penser que lorsqu'on développe, qu'on définit, qu'on formule des politiques pour l'émancipation de la femme, c'est comme si on faisait une faveur à une couche de la société. Mais en fait, on passe même à côté. On n'optimise pas suffisamment ce potentiel. Il y a un potentiel mort, endormi. Il faut l'activer, le réactiver dans l'intérêt de nous tous, l'intérêt de la société. C'est pour ça que je le dis, madame. Et je finirai simplement parce que je m'en voudrais ne pas le dire, la question de la jeune fille. Il y a une proposition que je fais, je ne l'avais pas fait avant, je le fais en particulier pour cette élection, parce que j'ai observé la société. J'ai dit, il faut obliger le jeune garçon à la responsabilité lorsqu'il engrosse une jeune fille. Parce qu'on ne compte pas le nombre de jeunes filles dont les vies sont brisées, dont les vies sont profondément modifiées parce qu'elles tombent enceintes. Pendant que le jeune homme lui continue tranquillement. Pendant qu'il continue, et je dis non. Et je dis non. D'ailleurs, cette idée, ah ben tiens, je cherchais qui me l'a suggéré. C'est d'ailleurs un membre du PCRN qui un jour en analysait et qui m'a fait cette suggestion et je l'ai adopté, M. Constantin Tanta, qui m'a dit, Monsieur le Président, il faut se pencher sur la question de la jeune fille qui est engrossée par les garçons. Eh bien, c'est vrai, j'ai fait une étude là-dessus. Je dis ceci, il faut obliger le jeune garçon à la responsabilité. Lorsqu'il a engrossé une fille, il passe aux travaux d'intérêt général. D'ailleurs, le pays a besoin de ressources humaines au sein dans les communes et dans d'autres choses, de telle sorte que même son cursus scolaire va en être légèrement modifié, de telle sorte qu'il va à l'école et il va travailler pour s'occuper de ce qu'il a fait. Ça s'appelle la culture de la responsabilité, pour arrêter, stopper l'idée dans la société de la femme qui encaisse l'irresponsabilité des autres. Et pour moi, c'est très important et qui subit. C'est très important. Et puis, dernière chose, il ne faut jamais qu'une jeune fille arrête l'école parce qu'elle est tombée enceinte. Et là, il faut mettre un programme spécifique là-dessus. Le programme des pupilles de la nation. Une jeune fille qui tombe enceinte, eh bien, une fois qu'elle est accouchée, la société doit prendre des dispositions pour qu'elle puisse continuer à construire sa vie, tout autant en s'occupant de son enfant. Donc, il faut que la société l'assiste. Ça veut dire qu'il faut aussi éduquer les familles là-dessus. Il faut arrêter de punir la jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Je ne suis pas en train d'encourager la dépravation sexuelle. Il faut davantage former, éduquer à la protection et même à la contraception dans des moments où c'est un non désiré, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne suis pas pour l'avortement, je vous le dis tout de suite. Avant que vous me posiez la question, je ne suis pas pour l'avortement, sauf les cas exceptionnels, effectivement, du viol ou le cas où la santé est menacée. Donc, je pense même qu'il faut pénaliser très violemment aussi l'avortement. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de constant et cohérent, je suis pour la natalité. Et on ne peut pas être pour la natalité et être pour l'avortement.